Bonjour Émeric Caron, nous sommes ravis de vous recevoir pour la radio Les Jours Heureux qui consacre sa journée à l'événement politique de la rentrée Les Amphis 2021. Vous êtes journaliste de radio et de télévision, écrivain, et ce que les gens savent peut-être moins, vous êtes aussi homme politique. Vous êtes militant de la cause antispéciste et vous avez fondé en 2018 Révolution écologique pour le vivant, le REV, un parti politique résolument écologiste et antispéciste donc. Vous avez notamment consacré entre autres 2 livres à ces questions, Utopia 21, paru chez Flammarion en 2018, mais aussi La revanche de la nature, 27 leçons pour le monde d'après, paru chez Albin Michel en 2020. Alors, lors de ces amphis qui ont démarré jeudi, ils ont démarré avec une conférence qui était consacrée à la sortie d'un sondage qui démontrait que les Français étaient largement favorables aux 42 principales mesures du programme L'Avenir en commun des Insoumis. D'après ce sondage Harris Interactive, paru jeudi dernier donc, les Français souhaiteraient protéger le vivant, les forêts, relocaliser, et la mise en place aussi de la règle verte, c'est-à-dire ne plus prélever davantage à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Et ils ne veulent plus d'une écologie de la touillette finalement. Ils semblent souhaiter l'avènement d'une écologie plus radicale. Et sur ce concept d'écologie radicale, on voit que de plus en plus de personnalités s'en rapprochent, et ça semble correspondre aux attentes des Français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce concept ? Bonjour Romain, merci pour cette introduction. L'écologie radicale, j'imagine qu'en fonction des personnes que vous interviewerez, vous aurez des réponses un petit peu différentes, hein, C'est possible. Comme pour beaucoup de concepts politiques. Moi, en ce qui me concerne, j'utilise ce terme pour expliquer très simplement que l'écologie radicale consiste à revenir aux racines de l'écologie. Ce qu'on a beaucoup oublié depuis, en France en tout cas, depuis une quarantaine d'années. Donc, qu'est-ce que c'est les racines de l'écologie ? Le débat commence à partir du moment où on accepte d'utiliser ce terme de radical. En tout cas, moi, je vais regarder du côté de ceux qui ont été les précurseurs de l'écologie politique. Alors, ça peut être des gens qui sont des contemporains, comme René Dumont, le premier candidat écologiste à la présidentielle en France. Ça peut être des gens qui sont un petit peu plus anciens, comme Élisée Reclus, comment dirais-je, des références là où on le souhaite, mais en tout cas, on s'intéresse à ce que les écologistes intellectuels, en tout cas, ont mis en mots lorsqu'ils se sont mis à imaginer une société où on défendrait le vivant. Et c'est vrai que Arnès, un philosophe norvégien, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle toujours l'écologie profonde, un mouvement qui d'ailleurs a été beaucoup caricaturé par des gens comme Luc Ferry. Et lui, ce qu'il entend par là, c'est que l'écologie profonde, pour Arnès, c'est un rapport au vivant très particulier qui consiste à considérer que chaque entité du vivant, et c'est là que je me rapproche profondément de lui, chaque entité du vivant a une valeur intrinsèque, qu'on doit respecter le vivant pour lui-même et non pas pour le service qu'il peut nous rendre à nous humains. C'est l'une de ses idées, de ce que lui il appelle son système philosophique autour de l'écologie, s'appelle l'écosophie. Bon, il y a Armenès, il y en a plein. On peut aller chercher du côté aussi de l'écologie sociale. Enfin, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à l'écologie politique, en tout cas à son incarnation politique depuis 150 ans à peu près. Donc, être radical aujourd'hui, c'est revenir aux racines du mouvement philosophique ou politico-philosophique qu'est l'écologie. Et non pas, et là j'en reviens à Armenès qui lui parlait de cette écologie superficielle, se contenter de dire je suis écolo, et que, en ce sens, pour prouver que je le suis, je vais prôner un certain nombre de mesures qui en réalité ne changent pas le système, c'est là qu'on arrive au cœur de l'écologie radicale, mais qui l'accompagnent en essayant simplement d'en corriger les effets les plus délétères. Donc, ça veut dire, par exemple, on consomme un petit peu moins d'énergie. Ça veut dire, zut, on a tué tant de loups, c'est pas bien, faudrait quand même en tuer 10 de moins cette année en France. Ou, on va faire des petits... Moi, à titre personnel, j'appelle ça l'écologie mathématique. On fait des comptes. On a le droit d'émettre tant de CO2. Et puis au-delà, non, c'est pas bien. On a le droit de dépenser tant. Donc, en fait, on va faire des petits calculs à droite à gauche pour essayer de donner l'impression qu'on a pris conscience qu'il y avait un vrai problème quand même de manière d'exploiter le vivant, de consommer, de produire, ainsi de suite. Donc, comme on a pris conscience, on met des quotas partout sur ce qu'on a le droit de faire, le droit de pas faire, etc. Mais on change rien à la philosophie générale de notre société, qui est une société de l'exploitation générale, l'exploitation
des hommes par les hommes, et l'exploitation du vivant par les hommes, l'exploitation des ressources par les hommes, c'est-à-dire qu'on est une société de l'exploitation. Et je pense que se prétendre écologiste aujourd'hui, c'est presque un pléonasme en réalité, si on est vraiment un écologiste sincère, que de dire je suis un écologiste radical. Non, un écologiste. Et l'autre dire t'es pas un écologiste. Parce qu'en plus, on a un problème aujourd'hui avec ce mot d'écologie, c'est qu'il a été prompté absolument par tout le monde. C'est-à-dire que vous n'allez plus rencontrer quelqu'un, sauf un provocateur à la limite, mais vous n'allez plus rencontrer quelqu'un dans un parti politique qui vous dira je ne suis pas écologiste. Il pourra dire je ne suis pas d'accord avec les écologistes en pointant les écologistes politiques d'Europe Écologie Les Verts, mais il dira mais moi je suis un écologiste, vous savez, moi je trie mes déchets, moi j'aime la nature, moi je vais dans la forêt, je tue avec mon fusil le lapin, le sanglier, mais je suis un écologiste, c'est ce que disent d'ailleurs les chasseurs, hein, qui se prétendent dans une campagne de pub les premiers écologistes de France, c'est-à-dire que ce que dit Xavier Bertrand. Oui, ils sont très très nombreux à le dire, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une bascule, c'est-à-dire qu'il y a une bascule qui s'est opérée il y a quelques années. Lorsqu'on revient 40 ans en arrière, donc début de l'écologie politique vraiment incarnée en France, 40 ou 50, je suis en train de, on est en quelle année 2022, non, 50 ans en arrière même, 50 ans en arrière, eh bien à l'époque, les écologistes étaient moqués. Hein. On se foutait d'eux, c'était vraiment les babacous avec les cultigrates, et puis qui devaient aller faire leur vie sur le Larzac, mais ça s'arrêtait là. C'était des gens qu'on considérait comme des doux rêveurs, etc., mais qui étaient hors société. Bon. Écologiste, c'est presque une insulte. Ça a beaucoup changé, puisque depuis quelques années, et ça c'est quand même un combat idéologique qui a été gagné par les écolos, mais pour un certain nombre de raisons, sur lesquelles on reviendra peut-être, mais aujourd'hui, c'est plus un gros mot, et même si quelqu'un avait la tentation de ne pas se prétendre écologiste, on lui reprocherait. Donc c'est déjà une petite victoire. Elle est minuscule, mais c'est une petite victoire. Donc, mais du coup, il y a un souci. Puisque tout le monde est écolo, Valérie Pécresse est écolo, Xavier Bertrand est écolo, vous l'avez dit, Marine Le Pen elle est écolo si on lui demande, donc tout le monde est écolo. Comment on s'y retrouve là-dedans? C'est d'ailleurs le problème d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, c'est pour ça que moi, je me sens obligé de rajouter le mot radical, alors que quand j'avais 15 piges et que je disais je suis écolo, je disais pas je suis écolo radical, pour moi je suis un écolo, quoi. Mais pour bien montrer ce qui distingue l'écologie que je prône de l'écologie de surface, telle qu'elle est présentée par plein de gens, quoi. Justement, vers cette écologie radicale, on a l'impression que, voilà, vous présentez les différentes nuances de vert de l'arc politique français, mais la convergence populaire, quand elle est autour d'une mesure comme la règle verte, qui pour le coup inclut un changement de société fondamental. Si on commence à ne plus prélever davantage à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer, c'est fondamental. C'est-à-dire que tout ce qu'il va falloir mettre en place pour arriver à ce résultat, c'est majeur. Est-ce que c'est une surprise pour vous que finalement le peuple, parce que ce que disait aussi le sondeur, c'est que c'était pas une question bobo, c'était une majorité des Français, et où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, étaient d'accord avec cette mesure. Est-ce que c'est une surprise pour vous, cette sorte de convergence populaire vers l'écologie radicale? Parce que peut-être que ceux qui sentent les effets, alors ça c'est une piste de réflexion, mais ceux qui sentent les effets du réchauffement climatique et puis de cette société d'exploitation dont vous parlez, c'est d'abord le peuple avant les autres finalement. Vous savez qu'au moment où on se parle, j'ai pas connaissance des détails de ce sondage, donc j'en ai juste entendu parler, comme vous l'avez fait à l'instant. Donc, il faut déjà regarder exactement comment les questions ont été posées. Alors là, pour le coup, on leur a posé la question comme ça, vraiment, ne plus prélever davantage à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer en un an. C'était vraiment ça et ensuite, l'intitulé. Êtes-vous d'accord ou êtes-vous contre, c'est ça ou favorable, non favorable, enfin toutes les nuances de d'accord, pas d'accord, etc. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre pour le coup. Il n'y a pas, seriez-vous d'accord pour diminuer votre consommation de moitié ou de 2/3 pour que la règle verte, puisse être appliquée? Ah non. Parce que moi je veux bien. Évidemment, je pense qu'on est plus dans la lignée de ce dont nous discutions il y a quelques instants. Tout le monde est écolo. Donc, si vous posez la question de manière extrêmement simple, vous dites, êtes-vous favorable à ce qu'on ne pollue pas la planète? Oui, tout à fait, oui, je suis favorable. Tout le monde va être favorable. Êtes-vous favorable à ce qu'on ne prélève pas la planète plus que ce qu'elle peut régénérer en un an? Oui, bien sûr. Cette question n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si les Français ou les Européens, ou quel que soit le peuple à qui vous posez la question, si les gens à qui vous posez la question sont prêts
adapter leur mode de vie pour faire en sorte que notre société puisse opérer ce tournant écologiste. Et vous pensez pas que, avant de demander ça aux Français, il faut d'abord demander ça aux grandes entreprises, par exemple? Enfin, Mais j'ai pas dit qu'il fallait pas le demander d'abord aux entreprises. C'est vrai. Ce sont bien évidemment les entreprises qui sont les premières concernées, en tout cas en tant que pollueurs, mais c'est pas tellement ça la question. La question c'est que là, vous parliez des Français, et ceci dit, les Français ont quand même un rôle à jouer parce qu'ils vont voter. Ouais. Donc, puisqu'ils vont voter, ils sont quand même en capacité de mettre au pouvoir des gens qui sont plus ou moins sensibles aux questions liées à l'écologie. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut pas... Enfin, moi, quant à la responsabilité des citoyens, je suis assez nuancé. Quelle est la responsabilité des citoyens dans ce qui se passe aujourd'hui? C'est peut-être pas votre question, mais... Non, mais elle est intéressante pour le coup. Eh bien, elle est réelle. C'est-à-dire que ce serait trop simple aussi de dire que les citoyens, qu'ils soient riches ou pas riches, même si on sait que à un niveau global, sur la planète, ce sont les populations les plus pauvres qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, des pollutions, etc. On le sait tous. Mais au-delà de ça, évidemment, ce sont les entreprises qui polluent plus que les citoyens à titre individuel. Mais si les entreprises polluent, c'est bien parce qu'il y a quand même des citoyens qui ne se rebellent pas, qui acceptent, une majorité en tout cas citoyens qui ne se rebellent pas, qui acceptent ou qui votent pour des politiques qui favorisent les décisions qui vont permettre cette destruction du vivant. On a tous une grande part de responsabilité dans ce qui se passe, même si chacun seul on peut rien faire. Mais c'est toujours la même histoire. Oui, si on est nombreux, on va y arriver, le grand soir, etc. Mais non, c'est même pas tellement ça. C'est-à-dire que moi, je suis très frappé. Je suis plus tout jeune maintenant. Je veux dire par là que je suis plus aussi naïf que j'ai pu l'être il y a 15, 20 ans, même 10 ans. Même dans les mouvements qui se disent révolutionnaires, même dans les mouvements qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène pour prôner un changement radical, justement, des changements des politiques complètement différents. Dans ces mouvements-là, en fait, on a des êtres humains qui n'ont pas les comportements adaptés à une société nouvelle. Moi, je suis persuadé, je suis pas le seul, mais je fais partie de ceux qui pensent que pour que la société change, il ne suffit pas qu'il y ait des partis qui prônent des idées qui semblent justes. Il faut que les humains qui prônent ces idées aient des comportements irréprochables. Et il se trouve que je n'ai connu aucun mouvement aujourd'hui dans lequel j'ai rencontré ces humains-là. Ça veut pas dire qu'ils n'y sont pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas à la LFI, chez les Verts, Génération, et d'ailleurs sans doute aussi dans des partis de droite, il y a des gens très très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas des gens bien. Ça veut dire qu'il y a des gens bien. Mais ce sont des mouvements dans lesquels j'ai pu observer à chaque fois des comportements humains, ou même lorsque moi, effectivement, je regarde un petit peu, j'ai créé un mouvement, etc., qui est lui-même confronté à des questions liées aux élections, donc à des négociations avec d'autres mouvements, j'ai vu des choses. J'ai vu des comportements humains qui n'étaient pas du tout en adéquation avec le modèle de société prôné. Et c'est en ça que je dis qu'on ne changera rien, quelles que soient les belles idées qui sont sur les tracts et les affiches et sur les podiums, si on n'a pas pour porter ces idées des gens qui, d'abord, soient en adéquation totale avec le discours. Et ça n'est que très peu le cas aujourd'hui. Donc c'est ça qui, moi, m'inquiète terriblement. J'ai très peu de foi en l'espèce humaine quant à son degré de raison. D'autant que la politique est ainsi faite aujourd'hui qu'elle favorise certains profils. Des profils de gens qui aiment le pouvoir, qui veulent le pouvoir, qui sont prêts à le garder. Les gens qui sont vraiment, comment dirais-je, la plupart du temps, c'est pas tous, il y a des exceptions, il y en a peut-être, mais la plupart des gens qui sont extrêmement respectueux des autres, raisonnables, qui refusent de rentrer dans tous les jeux liés au gain du pouvoir, aux compromissions parfois qu'il faut accepter de faire pour conserver ce pouvoir, aux trahisons qui sont nécessaires. La plupart de ces gens-là, ils renoncent à faire de la politique assez vite. Donc, quand on se retrouve avec des gens qui sont au niveau qui consiste à demander les suffrages des Français pour une présidentielle, bon, comme on est à la LFI, là je parle pas du tout de Jean-Luc Mélenchon, je suis pas en train de parler de lui, je fais vraiment un discours très on se rend compte quand même que
les profils qui ressortent sont toujours des profils qui sont adaptés à notre système électoral. Et ça, c'est ça qui m'embête un petit peu, parce que la manière dont moi j'envisage la politique, dans une société radicalement différente, n'a rien à voir avec la manière dont la politique est faite aujourd'hui. Mais il faut bien, alors là on dérive un peu de l'écologie, mais c'est intéressant, il faut, malheureusement, l'élection présidentielle est peut-être la seule à même de changer quoi que ce soit dans ce pays, et il faut plus ou moins la gagner pour être capable de changer au moins, alors là, puisqu'on parle des règles des élections et de l'accès au pouvoir, il faut pouvoir la remporter une fois, via des règles qui ne nous conviennent pas, malheureusement. mais il faut le faire. Je suis pas en train de dire que les mouvements qui s'impliquent dans la présidentielle ont tort, hein, pas du tout. Et je souhaite qu'il y ait un candidat ou une candidate porteuse d'un projet vraiment ambitieux qui l'emporte. Hein, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est juste que je suis toujours extrêmement aujourd'hui pessimiste quant aux hommes et aux femmes qui portent les idées. Voilà. Et justement, on va parler un peu de ces hommes et de ces femmes avant de rentrer dans des mesures un peu plus concrètes dont vous avez parlé. On voit que ces concepts dont on parle, d'écologie radicale, qui ont été longtemps portés par Jean-Luc Mélenchon et d'autres que vous avez cités, comme la planification écologique, par exemple, ou la règle verte, on sent que en tout cas, notamment en termes de la primaire des Verts, j'ai même entendu quelqu'un comme Yannick Jadot qui se dit aussi candidat de l'écologie radicale. Oui, il a dit ça. Un peu à la manière d'une Sandrine Rousseau ou d'un Éric Piolle. Ouais. Et là, à brûle-pourpoint, cette convergence de points de vue, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est un artifice de communication, une réelle volonté? Ça veut dire qu'en fait, finalement, la convergence des points de vue, elle se fait autour de cette idée-là, à gauche en tout cas? Eh bien, je n'en sais strictement rien. J'attends de voir. Je ne savais pas que Yannick Jadot se prétendait radical. Il n'y a pas grand-chose dans son discours qui justifie ce qualificatif. Donc, parce que c'est quelqu'un qui est très conciliant avec l'idée d'entreprise, mais au sens de multinationale, enfin pas au sens du petit entrepreneur. C'est quelqu'un qui n'est pas extrêmement net par rapport à la lutte contre le libéralisme. C'est quelqu'un sur les questions de respect des animaux, par exemple, qui est un sujet pour moi important, où là encore, on sent une navigation un peu opportuniste, puisqu'un jour il donne une interview aux chasseurs, il sent que c'est pas, dans laquelle il raconte que la chasse, elle peut être très respectable, machin et tout. Et puis, quelques mois après, il sent que, c'est pas tout à fait ça qu'il fallait dire, donc il change un peu de discours. J'attends de voir. Vous savez, moi, Europe Écologie Les Verts, j'ai un souci. C'est qu'il y a à la fois des gens très très bien, Europe Écologie, j'ai des copains et des copines, Europe Écologie, ils et elles se reconnaîtront. Mais je leur dis souvent, quel cataclysme, quelle catastrophe ça a été Europe Écologie pendant 10 ans, avec toute une équipe de gens qu'on retrouve d'ailleurs pour la plupart aujourd'hui chez Macron. Et c'était hallucinant. C'est-à-dire, c'est des gens, d'abord, qui sont devenus ministres de François Hollande dans des conditions qui n'étaient pas réunies pour leur permettre d'être des ministres d'une écologie forte, mais vraiment des supplétifs. Donc c'était vraiment l'idée déjà qu'on trahissait. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui du personnel humain qui est fondamental. Et quand je vous disais tout à l'heure, on peut avoir les meilleures idées, mais si on les range dans sa poche pour un poste à la première occasion, c'est pas possible, quoi. Il n'y a jamais rien qui n'avancera. Or, quand on regarde l'aventure de l'écologie politique en France depuis 20 ans, enfin, franchement, il y a de quoi déprimer. Parce qu'en effet, la plupart de ceux qui, à un moment, ont été les porte-parole de cette écologie politique en France, ont trahi l'écologie pour un poste. Donc, quand vous voyez quelqu'un comme De Rugy, hallucinant son parcours. Non, mais on peut les faire tous un par un. Hein. On en aura peut-être un ou deux à sauver, mais bon, aujourd'hui, il y a une équipe nouvelle, il y a des gens qui sont très intéressants, comme David Cormand, comme Julien Bayou, il y a des gens qu'il faut entendre, qu'il faut écouter, avec lesquels je pense qu'on peut travailler, qui sont emmerdés d'ailleurs. Qui sont emmerdés parce que ce que je vous cite, je pense, serait très favorable à un travail avec la France Insoumise. Or, on voit bien qu'il y a chez Europe Écologie Les Verts une cassure entre une partie qui refuse cet ancrage à gauche toute, on va dire, en tout cas une gauche assurée, affirmée, parce que pour moi, la France Insoumise, c'est toujours des soucis quand on dit c'est l'extrême gauche, c'est pas l'extrême gauche, c'est le Parti socialiste des années 70.
Je suis assez d'accord. Donc, bon, voilà, c'est pas bon. Et puis, on a donc une partie des Verts qui ne veulent pas entendre parler de ça et qui, elles, seraient beaucoup plus favorables à des alliances avec des gens comme Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle étant très clairement Macron compatible. Donc, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez les Verts aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont toujours pas d'accord. J'étais allé chez eux, d'ailleurs, ils m'avaient fait le plaisir de m'inviter à leur université d'été il y a 2 ans. Et c'est ce que j'avais dit. Le problème qu'il y a chez vous, c'est que le problème que vous devriez régler en premier, c'est celui de savoir quelle est l'écologie. Alors, vous allez dire, dans beaucoup de partis, c'est comme ça. Hein, enfin, quelle est l'écologie que vous souhaitez défendre? Parce que vous n'êtes vraiment pas d'accord. Et il y a des gens qui, et je pense que Yannick Jadot en fait partie, il y a des gens qui non sont encore sur une vieille lecture de l'écologie, enfin une lecture que j'appelais des années 2000, 2010, voilà, social-démocrate, social-libéral, je sais pas comment trop la qualifier, mais en tout cas c'est une écologie qui s'accommode de l'économie de marché, qui ne prône pas trop l'antilibéralisme, qui une écologie d'accompagnement en fait. Bon, c'est un peu cette écologie que Armenès appelle superficielle et moi j'appelle l'écologie molle. Donc je ne savais pas que Yannick Jadot était radical. Quant aux autres, Éric Piolle, j'en sais rien, je ne connais pas. Et Sandrine Rousseau, je la connais pas non plus. Quand je dis que je connais pas, c'est que je connais, mais que je ne connais pas. C'est-à-dire que je ne vois pas ce qui nous permet de savoir qui sont ces gens qui ont pour l'instant un ancrage local. Mais moi j'ai entendu Éric Piolle sur des questions liées aux animaux, justement, j'ai trouvé vraiment là encore en retard de 30 ans. Hein, c'était des discours classiques convenus sur oui, mais bon, la bonne viande, l'animal bien tué, bien gentil, des trucs qui sont dépassés. Donc, alors pourquoi ce mot aujourd'hui est mis en avant, pour répondre à votre question, je pense que c'est une obligation qui est faite aujourd'hui aux candidats de l'écologie politique officielle pour se démarquer des autres, puisqu'ils sont emmerdés. Jusqu'à peu, quand on disait moi l'écologie ça m'intéresse, mais il n'y avait qu'un parti vers lequel se tourner, c'était Europe Écologie Les Verts ou les Verts. Mais comme depuis quelques années, bon, Jean-Luc Mélenchon était le premier d'un parti non écolo à intégrer l'écologie de manière forte, et de plus en plus, très bien, mais maintenant c'est partout, hein. Donc comment ils font les Verts? Quand on regarde aujourd'hui le programme des Verts, en réalité, c'est vrai, en toute objectivité, celui de Jean-Luc Mélenchon est aussi, voire plus écolo. Celui de Génération, idem. Le NPA, même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les Verts? Pourquoi on va les voter chez eux? Pour eux, pardon. Plus que pour les autres, puisque finalement les autres, ils vont au moins aussi loin, voire plus loin. Donc, ce mot de radical permet, pour certains des candidats, de s'affirmer, de créer une spécificité et de créer une différence surtout. Maintenant, quelle est la sincérité? Moi, on peut les faire tous un par un. Sandrine Rousseau, c'est quoi pour être radicale? Je n'en sais strictement rien. Je sais qu'elle est sur des combats intersectionnels, je sais qu'elle est sur des combats féministes, c'est très bien, mais ça ne définit pas en soi l'écologie. Donc, j'ai peur que Sandrine Rousseau moi, il faut être tout à fait honnête. Sandrine Rousseau, par exemple, on ne sait pas ce qu'elle pense, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu encore une carrière qui lui a permis de développer ses idées au plan national. Et c'est peut-être une très bonne candidate, on verra dans les semaines et les mois qui viennent, même s'il y a eu plusieurs déclarations ces dernières semaines, ces derniers jours d'ailleurs, qui nous ont un peu étonnés, faut être honnête. Mais en tout cas, on verra bien. Il n'empêche qu'on ne sait pas trop en quoi consiste sa radicalité. Si c'est de réunir des combats féministes, des combats pour les minorités religieuses, etc., ou les racisés, comme elle dit, pourquoi pas? Bien sûr, ça fait partie de l'écologie, mais ça ne définit pas l'écologie. Donc, j'attends de voir. D'accord. Pour justement, vous parliez de la réponse des uns ou des autres à la question du vivant et notamment du respect qu'on doit aux animaux. Vous dites, vous, que l'antispécisme est un nouvel humanisme. Déjà, je voudrais savoir dans quel sens, et selon vous, parce que pour parler des perspectives que ça ouvre dans notre société, si on s'imaginait dans un monde merveilleux, qui serait justement antispéciste, quelle nouvelle perspective ça nous offre finalement, cette vision? L'antispécisme? Oui. L'antispécisme. Oui, quand je dis que c'est un nouvel humanisme, c'est simplement parce que alors l'humanisme, là encore, il y a plusieurs définitions du mot humanisme. Il y a une acception qui
qui est hérité d'un système philosophique qui consisterait un peu à placer l'homme au centre de tout. Mais il y a une autre définition pour l'humanisme qui est simplement cette idée du soin de l'autre, du souci de l'autre, donc de la solidarité, de l'idée de venir en aide à celui qui en a besoin, et ainsi de suite. C'est un humaniste aussi. Même s'il y a encore d'autres définitions qu'on peut donner à ce moment. C'est en tout cas comme ça que moi je l'entends quand je parle de nouvel humanisme. Il se trouve que, comme j'ai écrit dans un de mes livres, au cours de l'humanité, au cours de son histoire, l'humanité a étendu sa sphère de considération morale. Lorsqu'on repart très loin en arrière, on constate que chez les Grecs, qui souvent représentent une référence pour nous, comme voilà, le modèle de démocratie, en réalité, le citoyen devait être un homme qui avait déjà un certain âge, qui avait déjà 18 ans ou 20 ans, qui avait déjà une certaine maturité. Ça ne pouvait pas être et ce nombre était très limité en réalité par rapport au nombre de citoyens de la cité. Ça ne pouvait pas être une femme, ça ne pouvait pas être un esclave, ça ne pouvait pas être un étranger, le barbare, etc. Donc on constate qu'il y avait dans ce système politique qui a pourtant longtemps été un modèle pour nous, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient exclus de la citoyenneté, donc de l'humanité pleine. Et au cours de notre histoire, il y a eu des combats qui ont été menés par des militants courageux pour permettre à toutes les catégories d'humains dépossédés de leurs droits ou dépossédés d'une partie de leurs droits, d'acquérir pleinement ces droits. Donc ça concerne aussi bien en effet les femmes, bien évidemment, que les homosexuels, que les personnes de couleur, etc., etc. L'idée étant, au fil de notre histoire, que c'est vrai qu'on est obligé de constater qu'il y a eu quand même un progrès, puisque dans les textes internationaux en tout cas, et dans beaucoup de pays de fait, il y a des droits similaires pour quasiment tous les hommes et toutes les femmes. Ce qui n'était vraiment pas le cas il y a encore quelques décennies, puisque l'homosexualité était encore un crime il y a quelques décennies, la femme n'avait pas le droit de voter il y a encore quelques décennies, donc en France, donc vous voyez, donc on a quand même beaucoup progressé. Et l'antispécisme dit, c'est très bien, mais il faut encore étendre notre sphère de considération morale à d'autres groupes qui sont aujourd'hui discriminés de manière injuste. Et ça inclut les animaux non humains. C'est ça la grande nouveauté. On a déjà commencé à le faire, puisque on accepte aujourd'hui de considérer que certains animaux non humains, à savoir nos animaux de compagnie, doivent avoir des droits particuliers, que nous devons avoir à leur égard une considération qui a des conséquences très concrètes pour leur vie, comme le fait de ne pas les tuer ou de ne pas les violenter. C'est ce que, par exemple, on va mettre en place pour votre chien ou votre chat, ou aujourd'hui, si quelqu'un tape ou tue votre chien, il sera condamné. Alors, trop peu, mais c'est illégal. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire que votre chien a le droit de vivre. Votre chien a le droit de vivre, et nous, humains, on a beau être des humains, on n'a pas le droit de lui ôter cette vie. Bon. C'est la même chose avec le chat, c'est même un certain nombre d'animaux de compagnie. Le gros problème qui existe aujourd'hui, c'est que nous sommes absolument illogiques dans notre manière de traiter ces animaux non humains, puisque nous avons fait des catégories dans lesquelles nous avons classé des animaux, et il y a certaines de ces catégories qui jouissent de certains droits essentiels, et puis d'autres pas du tout, où les animaux ont été jetés dans ces catégories, et de manière complètement subjective, et en raison de cela, on peut leur faire subir tout ce qu'on veut. Par exemple, le cochon. J'aime bien toujours comparer le chien et le cochon, parce que ce sont deux animaux qui ont énormément de similitudes sur le plan de la sensibilité, sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la physiologie. Un cochon est même considéré comme plus intelligent qu'un chien. Un cochon est physiologiquement plus proche de l'homme que le chien. Un cochon, vous pouvez lui apprendre un prénom, vous pouvez le domestiquer de la même manière, parfaitement identique qu'un chien. Pourquoi on a décidé que les cochons, en revanche, on les traitait vraiment comme des moins que rien? Pourquoi on pouvait tout leur faire subir? On pouvait les engraisser dans des conditions atroces pendant 6 mois, puis ensuite les trimballer dans des camions, ils sont tous serrés les uns contre les autres pendant 8 heures, 10 heures, et puis ensuite on peut les égorger sans même qu'ils soient étourdis, même si officiellement on nous dit qu'ils le sont, mais on sait très bien que dans les faits c'est pas le cas. Voilà, de manière absolument atroce. Pourquoi, si on faisait ça à votre chien, mais vous hurleriez en disant mais c'est quoi cette horreur, et quand on le fait à un cochon, eh bien on trouve ça normal. Donc c'est ça l'antispécisme.
L'antispécisme, c'est relever nos incohérences pour essayer de faire justice à ceux qui sont les victimes de ces incohérences. Et on considère donc, lorsqu'on est antispéciste, que deux êtres vivants qui ont les mêmes caractéristiques de sensibilité et d'intelligence doivent avoir des droits identiques, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. D'accord. Donc, si on prend l'exemple des chats, enfin, ou des chiens et des cochons, par exemple, ben oui, voilà, c'est quasiment des animaux similaires. Donc, pourquoi tolère-t-on de tuer des cochons par millions en France, et alors que pour le chien, ce serait absolument inacceptable? Eh ben, les antispécistes disent on va regarder un peu tous les animaux qui sont autour de nous, avec lesquels on vit, on va essayer de regarder ce qui n'est pas cohérent dans les traitements qu'on leur applique. Et on se rend compte très vite qu'en effet, il y a énormément de problèmes. Donc, et ça consiste aussi à considérer que chaque animal qui vit sur cette planète a le droit de vivre sa vie, tout comme nous, on a le droit de vivre la nôtre, comme on le fait pour notre chien. C'est-à-dire notre chien, on considère qu'il a le droit de vivre sa vie. Hein, on ne lui octroie pas ce droit en raison de ce qu'il nous fournit, même si on peut considérer que l'affection qu'il nous donne, c'est donc d'une certaine manière aussi une forme de de productivité. Ouais, en tout cas qu'il y a un intérêt de notre part à lui donner à manger, à lui donner à toi, parce que on reçoit quelque chose en échange. On peut voir ça comme ça, mais dans ce cas-là, il faut aussi se le dire pour les relations interhumaines. Mais de fait, quand un chiot naît, un chiot domestique, on se dit a priori que, bah oui, qu'il a le droit de vivre et qu'on n'a pas le droit de le tuer comme ça, sans raison, c'est bon. Eh bien, l'antispécisme dit faisons la même chose avec tous les autres animaux non humains, avec les poules, avec les vaches, mais aussi avec les animaux sauvages, bien évidemment, les ours, les loups, et ainsi de suite. Regardons à chaque fois les situations. Est-ce qu'on est menacé par cet animal? Si on est menacé, ben, effectivement, il faut peut-être prendre des mesures pour s'en protéger. Mais si c'est pas le cas, eh bien, essayons le plus possible de faire en sorte que nous puissions avoir une cohabitation pacifique. Donc, c'est ça l'idée. Et donc, c'est un nouvel humanisme parce que tout à coup, alors qu'il y a quelques siècles, on considérait qu'une femme n'était pas un être humain comment dirais-je, de plein droit, ou en tout cas à part entière, c'était un sous-être humain d'une certaine manière. Et ben de la même manière, aujourd'hui, les animaux non humains, la plupart d'entre eux, on ne les considère pas pour ce qu'ils sont. On considère qu'ils n'ont pas vraiment mal, qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à vivre, qu'ils s'en moquent, qu'ils sont enfermés dans une cage toute leur vie. Ce qui est entièrement faux. C'est-à-dire qu'on nie ce qu'ils sont. Et les éthologues, aujourd'hui, nous apprennent vraiment, on peut en considérer il y a 30, 40 ans qu'on ne savait pas, mais aujourd'hui, les éthologues nous en ont appris énormément, justement, sur leur capacité intellectuelle, les souffrances qu'ils endurent, si on les place dans certaines situations, sur le fait que ce sont des animaux sociaux, pour beaucoup de ces animaux que l'on maltraite, c'est-à-dire avec des liens d'affection entre eux, et ainsi de suite. Bon. À partir du moment où on sait tout cela, si on nie cette vérité, ces vérités éthologiques, ces vérités scientifiques, eh bien, nous rendons coupables à leurs yeux. Et donc, à leur égard. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle effectivement de nouvel humanisme, dès lors qu'on accepte de considérer ces êtres pour ce qu'ils sont vraiment. Très bien. Et puis ça, d'étendre la sphère justement du respect du vivant, ça peut, j'imagine, que nous rendre meilleurs en tant qu'être humain, de toute façon. En fait, je vais continuer. Enfin, ouais. je pourrais parler 3 heures dessus. J'imagine. Mais quand on est un militant de gauche, il y a une incohérence à lutter pour le salarié mal payé, pour le chômeur, pour l'ouvrier exploité, pour la femme qui n'a pas tous ses droits ou qui n'est pas considérée à part égale dans l'entreprise, ainsi de suite, et puis à aller manger tranquillement son steak le midi. Il y a quelque chose qui colle pas. De considérer que, ben oui, tous les autres, faut vraiment qu'on se batte pour les injustices qu'ils reçoivent, mais que les animaux non humains, eux, c'est pas important. Ce qui est important, c'est mon plaisir gustatif, de mon petit steak. Alors que ce sont les mêmes logiques qui sont mises en place. Même logique d'exploitation, même logique de comment dirais-je, même logique qui consiste à nier la réalité de l'être à son profit, qui subit ces discriminations. Même idée que je tire profit, en effet, de l'exploitation de cet être, ainsi de suite. Donc il y a une incohérence aujourd'hui, lorsqu'on se dit profondément de gauche, à négliger absolument la question des droits des animaux. Et pas simplement en disant
Oui, si, il faut bien les traiter. Hein. On va arrêter avec les élevages industriels parce qu'on n'est vraiment pas gentil des élevages industriels. On va juste privilégier les petits élevages locaux. Non, parce que je suis désolé, mais quand un cochon qui peut vivre 10 ans, il est tué au bout de 6 mois, c'est un énorme préjudice quand même qui est porté à son existence. Donc ça ne résout rien du tout. On arrive bientôt à la fin de cette interview qui était passionnante. Comment, pour revenir à des basses questions politiques, mais qui nous intéressent pour l'année qui vient, est-ce que selon vous, je vous demande un peu de jouer les Nostradamus, ce qui est compliqué, mais ces thèmes fondamentaux d'écologie radicale, de respect du vivant, de relocalisation, alors vous avez vous aussi évoqué ce qui est pour nous aussi, je pense, une mesure profondément écologique qui est la réduction du temps de travail. Est-ce que ces thèmes-là, profondément écologiques et d'écologie radicale, donc comme on en discutait, vont être centraux ou pas dans la campagne qui vient là pour l'élection de 2022, pardon. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, je me trompais, parce que ce dont vous parlez, les fondamentaux aujourd'hui de l'écologie, c'est-à-dire la décroissance, ou en tout cas une autre forme de consommation, une consommation raisonnée, la société du temps libre ou du temps libéré, c'est-à-dire pour moi la réduction du temps de travail, c'est pas 34, 32 heures, pour moi c'est 20 voire 15 heures de travail par semaine, pas plus. C'est-à-dire des projets de société vraiment radicaux, hein, c'est ça être radical. C'est aller jusqu'au bout d'une idée. Les Français ne sont absolument pas prêts à entendre ça. Donc, mais en commençant par les 32 heures, par exemple, vous pensez pas que je oui, voilà. 10, 15 ans peut-être on y arrivera à ces 15-20 heures. Alors là, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire, nous, c'est vrai que vous avez rappelé en introduction que j'ai fondé un parti qui s'appelle l'AREV. L'AREV dit 15 heures de travail, je crois, ou 18, je sais plus. En tout cas, moins de 20. Mais effectivement, pour toutes les mesures qui prônent, par exemple, nous, c'est l'abolition de la viande. Mais on pense évidemment à une grande phase de transition pour toutes ces mesures. On dit, si un parti comme l'AREV devait arriver au pouvoir demain, ce qui n'est pas possible, mais en tout cas, l'arrêt n'est pas là pour ça, l'arrêt n'est pas là pour prendre le pouvoir, l'arrêt est là justement pour montrer un chemin, pour dire c'est vers là qu'il faut aller. Il faut aller vers 20 heures, il faut aller vers 15 heures. Comme ça, effectivement, on les traite de fous, mais on peut peut-être commencer à essayer de lancer des débats qui, effectivement, vont aboutir peut-être à du 32 heures, ce qui, dans un premier temps, est déjà pas trop mal. Sauf que, on a deux problèmes. Le problème, c'est que, on risque d'arriver comme ça à des demi-mesures. Et parce que même 32, c'est toujours pas ce qu'il faut faire. La même manière, hein, produire moins, ok, mais dans quelle proportion on diminue la production et la consommation, et surtout comment on met en place les leviers pour compenser le fait que les revenus ne seraient plus des uns et des autres, ne seraient plus générés par la productivité. Tout ça, c'est des choses qui se pensent. Donc, et le deuxième souci, c'est qu'on n'a pas le temps. Et là, le problème, c'est-à-dire que le GIEC nous dit, alors il n'y a pas que le GIEC, mais comme il se trouve que pour le réchauffement climatique, c'est le GIEC qui fait référence, ne cesse de nous dire, rapport après rapport, et encore récemment, là, pendant cet été, que là, il y a une urgence absolue, et qu'il faut effectivement réduire la production, qu'il faut arrêter de manger de la viande comme on en mange aujourd'hui, mais pas un tout petit peu, énormément. Donc, moi, je veux bien qu'on commence d'abord par passer par aller les 32 heures. Et d'ailleurs, il y a des pays qui ont commencé, hein, l'Islande, ils ont testé les 32 heures, ils se sont rendus compte que c'était formidable, que c'était plus produit. Enfin, c'est même pas les 32, c'est la semaine de 4 jours qu'ils ont expérimenté. Ils se sont rendus compte que finalement, pour certains fonctionnaires, c'était plus productif que la semaine de 5 jours. Mais donc, il y a des initiatives, hein, qui, en Allemagne, on a le principal syndicat qui, lui, prône 28 heures. Donc, le syndicat de la métallurgie. Donc, il y a des initiatives qui commencent à apparaître. La question, c'est combien de temps ça va prendre pour qu'on arrive à faire passer ces messages. Comment on va faire pour lancer des débats vraiment forts et vraiment à la hauteur des enjeux, pour dire aux gens, vous savez, si tout le monde sur cette planète consommait comme nous, les Français, il faudrait 3 planètes. Il faudrait 3 planètes aujourd'hui pour que nos ressources justement soient renouvelées en un an. Or, si on veut la règle verte, ça veut dire quoi? Que nous, Français, on doit consommer par 3 mois. Par 3. Mais c'est pour ça que je rigolais un petit peu avec votre sondage tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français sont vraiment prêts à consommer 3 fois moins? Peut-être.
Ça veut dire quoi aussi concrètement? Oui, mais il faut encore aussi qu'on leur donne la possibilité, qu'on leur montre en quoi c'est positif, en quoi c'est profitable. Bon. Donc, je crois qu'on va repartir sur une campagne avec l'écologie. Je pense que ça fait partie de ces choses pour que les gens comprennent. Il faut qu'ils soient victimes. C'est un peu comme une maladie. C'est-à-dire que, vous savez, on est sensibilisé souvent à quelque chose qui nous est arrivé personnellement. Une maladie particulière, un accident de la route, tout à coup, on voit les choses autrement à partir du moment où on a été touché dans notre intimité par quelque chose. Bon. Ben, je crois que la catastrophe écologique, c'est un peu la même chose. Nous, Français, aujourd'hui, on s'en rend pas compte. On le voit pas. Les morts de la pollution, ils sont très discrets. La pollution de l'air, par exemple. Peu évoqué, en tout cas, oui, ça c'est clair. Et puis surtout, on les voit pas, parce que quelqu'un qui meurt, aujourd'hui, on parle de 100 000 morts de la pollution de l'air en France par an, des prématurés. Bon, il faut aller chercher d'où vient le cancer qui a généré cette mort prématurée. On n'est pas sûr, on peut pas prouver. Donc il y a des études qui nous disent que, mais quand ça arrive concrètement dans notre vie, aller faire le lien, c'est pas si évident. Il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées, les morts liées aux pesticides, par exemple. Bon. Mais on n'est pas encore en France vraiment touché par on le voit pas, en tout cas, les conséquences du réchauffement climatique, elles commencent à apparaître, comme on l'a vu en Allemagne, par exemple, ou en Belgique, là, récemment. Mais on nous dit, il y a des rapports 15 jours, 3 semaines après, qui passent les inaperçus, disent, ah bah oui, en fait, vous savez, ces inondations monstres, bah oui, c'est vrai, c'est quand même un peu réchauffement climatique. Mais c'est pas encore assez évident, c'est pas encore assez palpable. La catastrophe, elle n'est pas encore assez prégnante. Et c'est la raison pour laquelle les thèses de l'écologie ont du mal à prendre, c'est que l'homme a quelque chose d'extraordinaire, il est extrêmement naïf, l'être humain, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, l'être humain, c'est que il y a une forme chez lui de naïveté, donc, mais d'une croyance. Jusqu'ici, tout va bien. En une force positive qui viendra toujours régler ses problèmes. C'est d'ailleurs sa croyance aveugle en la science, par exemple. La science pour laquelle j'ai énormément de sympathie et de respect, mais mais croire qu'on aura toujours une solution scientifique à une catastrophe qu'on a nous-mêmes provoquée, ça aussi fait partie de nos croyances. Ce sont nos croyances, comment dire, un petit peu immatures, je trouve. Mais donc, je vois pas comment à moins, s'il y a une centrale nucléaire qui explose là dans 3 mois. On va peut-être pas le souhaiter non plus. Non, je ne sais pas, je suis juste en train d'expliquer la réalité des choses. Tout à fait, je comprends. Si tout à coup, par un phénomène inexpliqué, la température monte de 5 degrés, là, dans les 6 mois, c'est pas possible. Bon, tout à coup, il y a quelque chose d'énorme, de visible, de concret qui se passe là dans les moyennes. Oui, l'écologie, dans ce cas, sera au cœur des débats. Sinon, je crains que non. On va se retrouver avec des trucs classiques, l'emploi, formidable emploi, mais d'autres emplois, d'autres manières de créer l'emploi, d'autres manières de travailler. Oui, mais je pense que là, on n'ira pas le droit. Ça va être l'après-Covid, ça va être la sécurité, ça va être des thèmes très classiques de présidentiel. Non, c'est pour ça que je suis pas. C'est d'ailleurs un des grands échecs pour moi d'Europe Écologie, de ne pas être capable en ce moment de faire exister les thèmes de l'écologie dans le débat. C'est ça pour moi le grand hiatus. Et c'est quelque chose aussi qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment pris en compte par les parties de l'écologie, parmi lesquelles j'ai inclus aujourd'hui la France Insoumise. C'est en quoi la crise de la Covid, ce nouveau virus, ce nouveau coronavirus était une crise écologique. Ah, pour le coup, alors là, je contredis peut-être un peu, mais j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire souvent les causes justement de l'échappement de ce virus, dues justement à la surconcentration des élevages, etc., etc. C'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué dans ses discours, pour le coup. Alors après, d'ici à ce que ça prenne dans le débat public, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est difficile à entendre pour beaucoup, mais en tout cas, et notamment au début de la crise, c'était largement évoqué par les insoumis sur ce sujet-là. C'est tout à fait possible, je n'y ai pas contraire, j'ai entendu plein de discours très intéressants d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon sur beaucoup de thématiques liées à l'écologie depuis un certain temps, mais c'est juste que de fait, c'est pas un discours qui a pris dans les médias ou dans l'opinion, parce que
autant au début, je suis d'accord, les 3-4 premières semaines, lorsqu'on a pris conscience de l'apparition du virus, de cette nouvelle zoonose, etc., ok, on en a parlé un peu, mais ensuite, le truc a été quand même abandonné assez vite, me semble-t-il. En tout cas, on voit bien que c'est pas du tout au cœur des débats télévisés, c'est la notion d'écologie dans cette histoire de virus. Aujourd'hui, elle est complètement évacuée, me semble-t-il en tout cas. En tout cas, on espère qu'on va pouvoir réintroduire ces thèmes dans le débat pour la suite. Et puis, moi, il me reste à vous remercier en tout cas d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt. Et merci à vous, c'était un échange sympathique. Désolé pour la longueur de certaines de mes réponses, Pas de mais c'est des sujets qui demandent pas mal d'explications et qui donnent envie de s'étendre. Merci beaucoup, Aymeric Caron. On continue la suite de nos programmes sur les jours heureux et à bientôt. Au revoir.